Bonjour à tous, c'est Jean-Yves Ponce et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme promis, ça faisait un petit moment déjà que je vous en parlais, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur pourquoi lire autant de livres depuis le début de l'année, ça m'a vraiment changé la vie. Pourquoi le défi que je me suis lancé en début d'année qui était de lire un livre par semaine m'a vraiment changé la vie. Je vais également en profiter pour faire mon petit classement, parce qu'on est en mi-défi. J'ai déjà lu plus de 26 livres, en fait j'en ai lu 28 pour être précis, donc on n'est pas vraiment à mi-défi, mais un petit peu plus loin. Ce que ça représente, vous voyez, là j'ai compilé les 3 piles, et encore ils sont pas tous là, il en manque 2 que j'ai prêté, parce que du coup ça donne envie aux gens de se lancer, et ça c'est quelque chose qui me plaît, parce que je trouve que j'avais perdu goût à la lecture. J'ai perdu de vue ce que ça faisait de lire un livre de A à Z, de lire surtout un livre avec un message. Et c'est complètement différent que de prendre des informations ici et là. Je ne veux pas dire que prendre des informations ici et là, comme YouTube ou comme sur des articles, ça n'a pas de valeur. Ça a beaucoup de valeur. C'est juste que lire un livre vraiment, en fait, c'est comme si vous aviez un coach qui vous accompagne sur un sujet que vous avez choisi. Et ce coach, il vous accompagne toute la semaine. Il est là, il vous dit absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet de façon compilée, tout ce que lui a trouvé important, avec son ton, avec ses mots, sa voix. Et vous n'avez pas à chercher parce que lui vous fournit tout, du début jusqu'à la fin, et tout ce qu'il y a à savoir. Pour moi, c'est quelque chose qui fait la différence. Pour moi, c'est quelque chose qui était vraiment très important. Et ça n'a pas toujours été facile. Au début, ça a été très difficile parce que moi, j'avais tout simplement perdu l'habitude de lire, j'avais perdu l'habitude d'ouvrir un livre. J'étais du genre à en acheter plein et puis à les mettre sur les étagères, à jamais les ouvrir. Mais avec quelques techniques, pour ceux qui suivent le programme Concentration, vous le savez, avec quelques techniques, avec quelques astuces pour organiser son temps, en fait, c'est pas si effrayant que ça de lire un pavé comme ça, que ce soit en anglais ou que ce soit en français. Je lis dans beaucoup de domaines différents, ça aussi ça aide à ne pas toujours rester sur les mêmes choses, à ne pas se lasser, toujours découvrir des choses nouvelles. Franchement, j'ai tellement appris de choses depuis le début de l'année que je ne me vois même pas maintenant arrêter ce défi. Pour moi, c'est même pas la peine d'arrêter. Je peux que vous encourager à faire la même chose, je peux que vous encourager à lire vous aussi un maximum de livres. Commencez par des choses petites. Commencez par compter combien de pages il vous faudrait pour lire par jour, pour lire en 7 jours un ouvrage. Définissez-vous des objectifs, tenez-les, et je vous garantis que votre vie va changer. Moi, ma vie a tellement changé avec tout ce que j'ai appris là, tout ce que j'ai noté, tout ce que j'ai mémorisé, des choses que je ne savais pas. Lire énormément de livres, c'est également une façon de découvrir énormément de choses que vous ne saviez pas. C'est une façon de mieux comprendre le monde qui vous entoure. Moi, je me dis qu'il y a certains livres, si je ne les avais pas lus, je pense que j'aurais pris de très mauvaises habitudes et que ma vie aurait pu changer dans le sens négatif. Moi, j'aime bien me faire ma propre opinion, j'aime bien prendre le maximum d'informations, et un livre qui est documenté, un livre qui vous secoue, un livre qui vous fait réfléchir, il n'y a franchement rien de mieux pour prendre ensuite de bonnes décisions plus tard. Par exemple, je suis passionné par tout ce qui est écriture de fiction. Un jour, j'aimerais écrire de la fiction, et là, j'ai trouvé vraiment l'astuce de gens qui étaient vraiment calés dans le domaine. Mais également, j'ai lu de la philo pour la première fois de ma vie. Enfin, c'est quelque chose dont je suis fier. Si je ne m'étais pas lancé ce défi en début d'année, jamais j'aurais ouvert un livre de philo de ma vie. Je serais passé à côté d'énormément de choses. Mais ça, on peut le savoir qu'en s'y mettant. Et voir tous les gens autour de moi qui me disent « Mais comment tu fais pour lire autant ? C'est pas possible. » Et en fait, si, c'est hyper simple. C'est juste, donnez-vous un objectif, tenez-vous-y, et plus vous allez lire, plus ça va être facile de lire, plus vous allez lire vite, rapidement, plus vous savez ce qui va être important. Franchement, pour moi, c'est un défi. J'avais envie de vous partager ça, de vous dire un peu ce que j'ai pensé de ce défi, et pourquoi c'était à mon sens important de le lire. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que ça représente, et puis après je ferai une espèce de classement avec quelques commentaires sur chaque livre. Peut-être que ça vous donnera envie de les lire vous aussi, peut-être que ça vous donnera envie de vous lancer dans cette aventure. Je vous le recommande vraiment. En plus, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est vraiment le moment idéal pour commencer ce type de défi, parce qu'on a généralement plus de temps. Tout de suite, on va se lancer dans le top et dans ce que ça représente. A tout de suite. Alors ici, vous avez un aperçu de tout ce que ça représente à peu près en quantité.
Je dis à peu près parce qu'en fait, là, dans toute cette liste de livres, il en manque 2. C'est 2 livres que j'ai prêtés, La parole est un sport de combat et Influence et manipulation de Robert Cialdini. Mais sinon, depuis le 18 janvier, tous les livres que j'ai lus sont là. Ils ne sont pas classés dans l'ordre, mais ça représente quand même une grosse partie, une grosse quantité de pages. Hein. Je suis en train de faire le compte là, vous allez voir à la fin du défi, c'est un nombre hallucinant de pages. Et là, il y en a à peu près 8000 pages en fait. Et vous allez voir qu'on dépasse déjà les 2 millions de mots. Bon, bah, c'est peut-être des chiffres qui paraissent un petit peu gros comme ça, vous savez pas trop à quoi ça représente, mais je vais vous montrer à la fin, vous allez voir. Gardez bien en tête que le classement, c'est selon mes goûts, c'est selon mes affinités, et ça représente absolument pas une vérité infuse, hein. La science infuse, c'est juste mes goûts, mes sensibilités. Je sais que pas tous ne seront d'accord avec moi, mais voilà, j'avais envie quand même de vous dire un petit peu ce qui m'a le plus touché, et ce qui m'a un peu moins marqué. Je vais commencer par ce qui m'a un peu moins marqué, et plus on va avancer dans la vidéo, plus je vais vraiment vous révéler les livres qui m'ont vraiment et qui vont vraiment m'influencer dans les jours à venir et qui ont déjà commencé à m'influencer. L'art subtil de s'en foutre. En fait, on m'avait dit énormément de bien de ce livre. Déjà, il a un titre qui claque, quoi. C'est vraiment l'art subtil de s'en foutre. C'est vraiment tout à fait, avec sa couverture orangée, en plus le type de livre que j'aurais choisi dans une étagère juste pour voir un petit peu ce que c'est. Le truc, c'est que j'ai été assez déçu en fait, parce que finalement il y a très peu de contenu, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est un livre de développement personnel, c'est un livre qui prône que pour vraiment réussir, pour vraiment se sentir bien, il faut se détacher des choses. L'auteur raconte une expérience personnelle et le ton, on accroche ou pas, c'est un ton un peu bottage de fesses si on peut dire, où un peu l'auteur vous dit bah écoute, tu t'attaches trop d'importance à des choses et tu devrais te bouger, tu devrais arrêter d'être égoïste, tu devrais arrêter d'être ci, tu devrais arrêter d'être ça. Moi ce qui m'a dérangé, c'est que ça va ressembler un petit peu de la philosophie de comptoir, discussion de bar en fait, donc ça m'a pas vraiment emballé. Si, le dernier chapitre il m'a vraiment emballé parce que c'était vraiment justement l'ironie de la chose, c'est que c'était pas fait sur un ton moralisateur, c'était vraiment fait sur un ton de partage et d'une expérience douloureuse. Moi le dernier chapitre je l'aurais mis en premier. Un guide à contre-courant pour être soi-même, moi il m'a pas apporté grand chose. Je sais que par contre il a aidé pas mal de mes lecteurs, pas mal de gens qui me suivent. Donc voilà, moi c'était pas vraiment mon truc, je n'ai pas énormément de souvenirs non plus, donc c'est voilà. Ensuite, le livre du général André Beaufre, Introduction à la stratégie, en fait, là j'avais envie de lire un livre écrit par un militaire. Alors, je sais pas pourquoi, personne ne me l'avait recommandé, là j'avais vraiment envie de me plonger un petit peu sur qu'est-ce que la stratégie militaire, comment on fait pour gagner une guerre, comment les généraux faisaient sur le terrain, sur le combat, tout ça. Et c'est un livre qui était vraiment intéressant au tout début. Malgré sa petite taille, il a quand même pas mal de contenu, il avait pas mal de mots. Au tout début, il était vraiment intéressant parce qu'il parlait vraiment de la stratégie, la tactique, la différence entre les deux. Ça m'a vraiment passionné, j'étais vraiment très bien parti. Ce qui m'a un petit peu frustré, c'est qu'il y a toute une énorme partie sur la dissuasion nucléaire. Et là, le problème, c'est que ça m'a perdu. Là, on est passé d'un livre de stratégie à un livre un peu plus géopolitique, un peu plus politique, qui, du coup, ça m'a un peu moins emballé. C'est toujours très intéressant pour la culture générale. Si vous êtes passionné d'armée, si vous êtes passionné d'art tactique, militaire, je vous recommande quand même, pour moi c'est un classique quand même, hein. J'ai pas lu d'autres livres de stratégie, mais pour moi il décrit bien tous les passages en revue de toutes les armées. Et moi ça m'a... C'est pas trop mon truc en fait. Donc voilà, mais je suis sûr que certains y trouveront tout à fait leur compte. À noter que c'est un excellent livre pour commencer le défi, si c'est votre truc, parce que il est écrit en français, il est pas si gros que ça, il se lit assez rapidement. Ensuite, il y a le livre de Cédric Villani, donc Cédric Villani assez médiatique, mathématicien, gagnant de la médaille Fields, et justement dans ce livre, Cédric Villani nous raconte son épopée pour gagner la médaille Fields, qui est la distinction la plus reconnue après le prix Nobel, hein, puisqu'il récompense les jeunes mathématiciens jusqu'à un certain âge, et il l'a obtenu pile poil à la limite. C'est vraiment très très bien écrit, c'est très personnel, très bien écrit, on en apprend énormément sur lui, on apprend qu'il c'est un grand amateur de manga par exemple, il regarde Death Note, ça c'est un bon signe. Et du coup, ça m'a permis de m'attacher un peu au personnage que je ne connaissais pas vraiment.
Ce qui m'a un peu dérangé, c'est pour ça qu'il est tout à la fin du classement, c'est qu'il y a beaucoup de formules de mathématiques dedans, il y a beaucoup de choses qui distancient un peu le lecteur. Donc il y a des échanges de mails qui sont relatés dans le livre. Moi, ça me distancie, les grosses formules de mathématiques sans savoir à quoi ça correspond. Voilà, moi au bout d'un moment, ça me distancie, ça me coupe un petit peu. Même si vous êtes super fort en mathématiques, sachez que ça va vous larguer. Hein. Donc ne cherchez pas à comprendre le pourquoi, c'est vraiment une illustration de toute la profondeur à laquelle allait sa quête et celle de son pote avec qui il conversait justement. Le problème, c'est que j'en ai pas retiré grand chose. Ensuite, il y a le livre de Fabien Olicard, l'ami Fabien. L'ami Fabien, donc c'est un livre sur le mentalisme, c'est un livre sur le langage non verbal, il y a un petit peu des tours de mémoire aussi, il y a un petit peu comment on détecte un mensonge, il y a un petit peu des problèmes de logique, des petits tours de magie également. Donc c'est un livre un peu couteau suisse, comme j'ai écrit Napoléon, je la cornise dans un bus, hein, c'est un livre avec plein de techniques de mémorisation et un peu couteau suisse, un peu boîte à outils. Le livre de Fabien est très facile à lire. Franchement, si vous voulez l'inclure dans votre défi, allez-y, parce que franchement, c'est celui qui a le moins de mots de tous ceux que j'ai lus. Hein, de tous les 28, c'est celui qui a le moins de mots. Il est très illustré, très agréable à lire. Il y a même des trucs qui vont vous faire un peu bosser. Ce que je lui reproche un petit peu, c'est qu'il ne va pas assez dans les profondeurs des choses. On fait qu'effleurer plein de sujets. Le calcul mental, les tours de mémoire, les mensonges, le langage non verbal. Moi, j'aurais aimé plutôt un livre sur chaque. Un livre de la même taille, mais sur chacun de ces thèmes. Je pense qu'il y aurait gagné en profondeur. Je pense que ça aurait été pas mal pour le lecteur. Là, je le trouve un peu léger, du coup, je suis resté un petit peu sur ma faim. Je l'ai lu en 3e, je crois, donc c'était vraiment un bon moyen de continuer le défi. Ensuite, j'ai mis les 4 accords Toltec. Alors attention, pourquoi j'ai mis les 4 accords Toltec ? En fait, ce livre, ça fait vraiment un petit peu il est très polarisé. Il y a des gens qui vont adorer ce livre, qui vont vraiment, ça va leur changer la vie. D'autres qui vont trouver que c'est du foutage de gueule. Pourquoi ? Eh ben, j'ai bien réfléchi à la question. En fait, les 4 accords Toltec, c'est le livre de porte d'entrée idéal si vous ne savez pas ce qu'est le développement personnel, parce que il vous enseigne les bases du développement personnel. Okay, vous avez 4 accords, 4 règles, et ces 4 règles sont très faciles à comprendre, mais très difficiles à mettre en place, et sont, pour moi, le symbole absolu de tout ce qui est développement personnel à la base. Donc, beaucoup de gens ne l'aiment pas parce qu'ils sont déjà au courant de ce qu'est le développement personnel, ils sont déjà avancés dans leur propre développement personnel, et donc ce livre, quand ils le lisent, parce qu'on leur recommande beaucoup, il est très très vendu, et ben ils en apprennent rien de nouveau, et du coup ils pensent que c'est du foutage de gueule, ils pensent que c'est juste du bon sens. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le développement personnel, je peux vous garantir que c'est très bien écrit, c'est universel. Donc ça c'est vraiment sympa, quelle que soit la culture, quand vous lisez ce message, vous comprenez ce dont il s'agit, ça fait de vous un meilleur être humain. Moi je l'ai mis à la fin parce que j'ai commencé la lecture par le développement personnel il y a déjà de nombreuses années. J'ai pris du plaisir à lire ce livre parce qu'il est plein de bon sens, il est très bien écrit, il est très poétique, mais je peux pas dire qu'il m'ait marqué vu que tout ce qui était déjà enseigné, je l'avais déjà lu d'une façon ou d'une autre et pas qu'une fois, quoi. Donc c'est à noter que c'est un très bon livre si vous voulez commencer le défi, parce qu'il se lit vraiment très très bien, il a peu de pages, suffisamment de contenu pour être considéré comme un livre. Donc vous savez que je lis que des livres. Et moi s'il a peu de pages, j'ai tendance à pas le prendre pour le défi, parce que du coup c'est plus un défi. Maintenant on va changer un peu d'endroit, je vais vous parler des livres qui m'ont marqué un petit peu plus. On enchaîne avec les livres suivants, donc à partir de ce moment-là, ils sont devenus tous intéressants, mais au point que j'ai été vraiment captivé. Alors encore une fois, je suis peut-être bon public, je suis peut-être bon lecteur, ou peut-être que j'ai des goûts qui ne seront pas forcément les vôtres, mais ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai retenu pour des livres qui m'ont vraiment marqué, c'est à partir de maintenant. Le premier, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Influence et manipulation de Robert Cialdini, c'est un livre culte et c'est un livre qui est un classique au niveau de tout ce comment on se fait manipuler dans la vie quotidienne, que ce soit avec des techniques de commerce ou des techniques de marketing, des choses auxquelles on est confronté vraiment tous les jours. Donc en ça, c'est un classique parce qu'il décrit vraiment les 6 techniques de base qui nous influencent au quotidien. Influencer, manipuler, c'est pas forcément un mal, pas forcément un bien, c'est pas forcément péjoratif, je veux dire. Je pense qu'il est essentiel que les gens sachent très vite
comment éviter de se faire manipuler un petit peu trop facilement. Donc pour moi c'est un prérequis, limite c'est un livre prérequis qui devrait être donné à des jeunes étudiants pour qu'ils commencent à comprendre un petit peu comment fonctionne le marketing, le cerveau, comment fonctionne la manipulation, comment fonctionnent un petit peu les choses, pour être un peu plus armés une fois qu'ils seront dans la vie active. Tout simplement, parce que ça se lit très bien, ça se lit très vite. Je l'ai mis là parce que pour moi, c'est un livre qui commence à vieillir un peu, et les techniques, c'est toujours les mêmes. Le livre a été écrit il y a quand même suffisamment de temps maintenant, il pourrait être mis à jour de façon un peu plus poussée. Il y a pas mal d'études scientifiques, mais elles commencent à dater un petit peu. J'aimerais bien une vraie réédition de ce livre, parce que entre le gros format et le format poche, entre les différentes éditions, il y a vraiment très peu d'ajouts, c'est un peu dommage. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être traité et réactualisé constamment. Donc voilà, parce que là aussi ça change constamment, les techniques de manipulation changent. Le problème c'est que les éditions de ce livre changent, mais restent avec le même contenu. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis non plus haut dans le classement. Le deuxième est un livre qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle La parole est un sport de combat, écrit par Bertrand Perrier. Bertrand donc Perrier nous enseigne son parcours, comment il est passé de timide à vainqueur du concours Eloquentia, créateur même du concours Eloquentia, c'est-à-dire un concours dans lequel il apprend aux jeunes à parler en public, à prendre la parole, à être plus confiant. Et effectivement, je suis persuadé, je suis vraiment convaincu, tout comme lui, que c'est quelque chose qui devrait être enseigné à l'école. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable dans la vie de tous les jours. Vous allez être amené à avoir des interactions hein, avec les gens, avec le travail, le monde du travail, avec tout. Même si vous voulez de faire le show à un moment, vous mettre en scène. Moi par exemple, tout simplement, là je suis en train de parler à YouTube, je suis en train de vous parler à vous. Voilà, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est quelque chose qui booste la confiance en soi. Et j'ai bien aimé les exercices proposés, même si c'est des exercices de groupe. J'ai pesté parce que j'étais tout seul chez moi, je pouvais pas les faire. Mais c'est vraiment un très bon livre qui se lit très bien, qui se lit très vite. Pour moi, c'est un livre qui m'a vraiment ému, qui m'a vraiment touché, parce que le parcours de Bertrand Perrier est vraiment captivant. Vous pouvez le lire là aussi très facilement dans le cadre d'un défi comme le mien, donc n'hésitez pas, vous pouvez le mettre sur votre checklist, vous allez apprendre des choses. Ensuite, il y a le tout premier livre avec lequel j'ai commencé le défi, qui était un pavé, et qui est la biographie de Christian Quesada. En fait, Christian Quesada, c'est quelqu'un qui a gagné énormément d'argent, pratiquement 1 million d'euros des jeux de culture générale, et tout ce qu'il avait fait, c'est booster sa mémoire. Donc c'est totalement le message que je partage, donc c'est pour ça que j'ai commencé par ce livre, et pas un autre, parce qu'il avait l'air facile à lire, même si c'est un pavé, c'est écrit gros, il n'y a pas tant de mots que ça, malgré sa dimension. Et j'ai découvert un personnage que je ne connaissais absolument pas. On n'arrêtait pas de me dire, mais vas-y, il faut que tu parles à Christian Quesada, absolument, il faut que tu vois comment il fait et tout. Et il décrit comment il fait. Alors c'est simple à comprendre, hein, mais personne ne va jamais le faire. En fait, il a passé des années, il a passé énormément de temps à apprendre le dictionnaire et à le mettre par ordre alphabétique, en fait. Dans l'ordre, dans le désordre, et classer chaque mot par ordre alphabétique. C'est une technique qui est vraiment hallucinante. Là, j'ai appris énormément de choses. C'est comme une biographie, donc c'est une histoire. Vous lisez une histoire finalement, mais une histoire de quelqu'un qui existe, hein, ou quelqu'un qui a existé. Une biographie, c'est ça. Le truc, c'est que là, j'ai appris au niveau technique. Franchement, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer que, en apprenant le dictionnaire de cette façon, je pouvais forcément booster ma culture générale. Donc ça, c'était vraiment génial. En plus, Christian est plein d'humour. Il y a des moments où on a envie de le secouer quand même un petit peu, je dis mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as pris cette décision, mais c'est aussi le charme de ce livre qui se lit vraiment comme une belle histoire. Je vous dis pas comment ça se finit, tiens. Et enfin, dans cette petite série de 5, j'ai mis le livre Prenez le temps d'y penser, tome 1. Là, c'était vraiment la première grosse confrontation avec le défi de lire un livre par semaine, parce que c'est très épais, 133 000 mots. Je l'ai lu plutôt au début du défi, et à cette époque-là, entre guillemets, je peux parler d'époque, ça date d'il y a quelques mois, j'étais vraiment... j'étais pas très habitué à lire finalement. Et là, il fallait que je lise du 40-50 pages par jour pour tenir le rythme. Quand vous n'avez pas l'habitude, c'est tendu. Quand vous avez une vie, à cette époque-là, en plus, j'avais pas mal de voyages à faire, j'étais assez chargé. C'était vraiment difficile, mais j'y suis arrivé. Je l'ai terminé dans le train pour aller à Paris, je m'en souviens. Mais j'étais vraiment content. J'ai appris énormément de choses. Alors là, on n'est pas comme dans le livre de Fabien, qui se lit très facilement et on effleure la surface de plein de sujets. Là, vous avez un peu moins de sujets,
mais c'est traité dans le détail et parfois c'est très technique, parfois c'est même un petit peu trop technique. Un livre très intéressant, il y a d'ailleurs un tome 2 qui est sorti, je l'ai acheté, je sais pas s'il va faire partie du défi encore parce que il faut quand même être dans un certain mood pour lire, prenez le temps d'y penser. Soit vous êtes fan de Bruce et dans ce cas, allez-y, lâchez-vous, vous allez retrouver, vous allez lire comme si vous parlez en face de vous. Soit vous êtes intéressé par les sciences mais juste un petit peu et là du coup vous allez en prendre un peu plus que vous en avez demandé. Moi j'étais un peu plus dans ce mood là, c'est-à-dire qu'il est un peu trop scientifique pour moi, il y a un peu trop de détails scientifiques, mais il y a des histoires absolument croustillantes, des personnages que je ne connaissais pas du tout, et là vraiment là ça m'a transporté, donc peut-être qu'il mériterait d'être plus haut dans le classement, mais il y a beaucoup d'informations. Donc du coup, beaucoup d'informations scientifiques et des choses, des domaines auxquels je ne m'intéressais pas forcément, mais il est quand même très bien structuré. Il y a vraiment beaucoup de boulot fait autour de ce livre. Ce qu'on pourrait reprocher à d'autres livres de youtubeurs, c'est que finalement c'est que des reprises de leurs vidéos. Là j'ai pas l'impression, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros travail de fait. Un vrai gros travail scientifique de fait, en plus de ce qu'il peut dire dans ses vidéos, évidemment. Et ça fait du contenu, croyez-moi, ça fait du contenu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de changer encore d'endroit pour passer à des livres qui sont encore au niveau au-dessus. Alors, troisième étage, troisième sélection de livres. Alors là, on rentre encore un petit peu plus. Là, c'est des livres qui sont vraiment top et dans lesquels vous apprenez énormément de choses. D'ailleurs, le premier, c'est Outliers. Outliers, c'est quoi ? Ce livre un peu intriguant m'a été recommandé il y a très longtemps parce que en fait Malcolm Gladwell, l'auteur, s'est attaché à définir qu'est-ce qui faisait que certaines personnes réussissaient et d'autres personnes échouaient. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que avoir les bonnes stratégies, avoir les bonnes méthodes, être un gros travailleur, être super discipliné, et ça suffisait pas. Il y avait également une grosse composante chance et une grosse composante à quelle période vous êtes né, à quelle année vous êtes né, qui faisait en sorte que ça pouvait complètement changer votre destin. Il y a vraiment des informations hallucinantes et je ne vais pas vous en dire trop, mais par exemple, sachez que les meilleurs joueurs de hockey du monde sont nés en janvier. Ce n'est pas une blague et ce n'est pas ésotérique, il y a une raison qui est très pragmatique et qui est là-dedans. Autre exemple, saviez-vous que les super experts en informatique, les plus gros génies, sont nés en 1955 ? Pas après et pas avant. Il y a une raison également très précise à ça. Et j'en dis pas plus. Outliers, en fait, ça veut dire les gens qui sortent de la norme ou ceux qui sortent de ce qui est habituel. Ils font tous quelque chose ou alors ils ont tous un point commun. Comme je l'ai dit, c'est pas tout le temps la chance, c'est pas tout le temps le travail, c'est pas tout le temps l'autodiscipline, la passion, tout ça, ça n'a rien à voir. Parfois, il y a une grosse composante de chance et c'est très bien décrit dans ce livre. Moi, il m'a passionné. Attention cependant, il n'est pas très facile à lire et tout ne va peut-être pas vous intéresser. Mais globalement, vraiment, là, ça m'a vraiment retourné le cerveau. Donc ça, c'est du bon, allez-y. Mais attention, ce n'est pas facile à lire, ce n'est pas facile à intégrer dans un livre défi. Sauf si vous trouvez la version française. Moi, j'ai lu en version anglaise. C'est très bien écrit, vraiment. Il a une plume. À mon avis, il devrait écrire des histoires. Mais c'est vraiment très bon, quoi. Ensuite, nous avons The War of Art, la guerre de l'art. Ça, c'est un livre qui s'adresse particulièrement si vous êtes auteur, créateur de contenu, si vous avez tendance à remettre les choses à plus tard, parce que voilà, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit pour créer, parce que vous avez peur, parce que vous avez le syndrome de la page blanche, etc. Ça, c'est un livre coup de pied au cul, quoi. Et ça fait vraiment du bien, parce que déjà, il est très petit à lire. Franchement, il se lit hyper vite. Et c'est quelque chose dans lequel vous allez avoir les techniques, les méthodes et surtout l'état d'esprit pour venir à bout du syndrome de la page blanche. Le truc, c'est que Steven Pressfield fait la différence entre ceux qui sont créateurs, artistes du dimanche et ceux qui font vraiment de leur création une profession. Donc si vous voulez vraiment vivre de votre contenu, si vous voulez vraiment devenir un créateur et être reconnu en tant que tel et parmi les plus grands écrivains, parmi les plus grands artistes, parmi les plus grands écrivains de scénarios, auteurs, bref, tout ce que films, acteurs, réalisateurs, ils ont tous un point en commun, c'est qu'à un moment, ils ont arrêté de jouer, ils ont arrêté de faire la comédie, ils ont arrêté de prendre ça pour un hobby, mais ils en ont vraiment fait une profession à part entière, ils ont traité ça comme n'importe quel boulot, et du coup, en vous professionnalisant, vous pouvez vaincre ces trucs comme les syndromes de la page blanche et tout comme ça. C'est vraiment un livre passionnant qui se lit très vite. Par contre, attention, il n'est pas traduit en français, en tout cas pas à ma connaissance, mais c'est vraiment un livre bottage de fesses, mais dans le bon sens du terme. C'est un peu ce qu'aurait dû être L'art subtil de s'en foutre.
mais là c'est un peu plus ciblé dans les créateurs de contenu. C'est pour ça que je l'ai pas mis tout en haut, parce qu'il est quand même très ciblé, mais franchement moi il m'a vraiment il m'a fait du bien ce livre. Ensuite vient le livre de Ryan Holiday, L'obstacle et le chemin, un livre que j'ai vraiment adoré et qui raconte ce qu'est le stoïcisme. Et en vous racontant ce qu'est le stoïcisme, en appliquant les principes du stoïcisme, donc c'est un mouvement philosophique que je ne connaissais absolument pas. J'avais pas lu le moindre ouvrage de philosophie, hein, donc c'était un peu mon initiation. Le bouquin de Marc Aurèle, j'ai lu plus tard. Et celui-ci, ça m'a vraiment fait comprendre que le stoïcisme, c'est quelque chose qu'il est important d'intégrer dans cette vie, dans notre vie qui est toujours de plus en plus stressante, de plus en plus angoissante, de plus en plus où les gens sont de plus en plus impatients. Et le stoïcisme, ça aide à mettre un petit peu de distance, ne rien attendre. C'est hyper bien écrit. Franchement, Ryan Holiday a vraiment des talents d'écrivain, un truc de fou, quoi. J'aimerais bien avoir les mêmes. Ce que je peux lui reprocher, c'est que le stoïcisme, c'est pas ce livre en particulier, c'est que c'est pas, il manque une composante fun en fait. C'est pas des rigolos les stoïques, hein. C'est vraiment des gens qui restent stoïques, tout simplement, comme l'expression le dit. Et j'aurais aimé un petit peu plus de conseils qu'on pourrait importer. Là, il y a un état d'esprit, ça aurait pu être un peu plus pratique, mais ça reste un livre vraiment génial. Je vous le recommande, hein. Vraiment, je vous le recommande. Ensuite, nous avons Le charme discret de l'intestin de Julia Enders, un livre dans lequel j'ai appris énormément de choses au niveau de l'intestin. De pourquoi votre estomac est en vrac, pourquoi vous gargouillez tout le temps, pourquoi vous pétez tout le temps, pourquoi votre estomac c'est votre deuxième cerveau, pourquoi votre intestin plus précisément, comment il fonctionne, ce qu'il y a dedans, ce qu'il faudrait y mettre, ce qu'il faudrait absolument éviter. C'est un livre vraiment génial à mettre entre toutes les mains parce qu'il vous apprend énormément de choses sur votre fonctionnement digestif, et en prenant conscience de comment il fonctionne, vous allez être en meilleure santé. En étant en meilleure santé, vous allez devenir beaucoup plus heureux. Vous avez peut-être déjà entendu que l'intestin c'est notre deuxième cerveau. Bah là, Julia Enders nous dit exactement pourquoi. C'est vraiment une passionnée qui a écrit ce livre, donc ça se ressent tout à travers le livre, particulièrement dans la première partie où là c'est vraiment, elle est très souvent à tordre de rire, à se tordre de rire. La deuxième partie sur les bactéries, j'ai un petit peu moins accroché parce que c'est un peu plus science physique, quoi, un petit peu plus biologie plutôt, mais ça reste vraiment génial. Et là, sur la fin, ça revient un petit peu sur le côté un peu drôle, sur le côté un petit peu des bons conseils pour comment s'alimenter, sur comment traiter correctement sa flore intestinale. Enfin, vraiment, c'est un livre qui traite d'informations qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en fait, malgré le sujet qui a l'air assez dans l'air du temps. Il y a vraiment des choses que personnellement je ne savais pas, et donc ce livre m'a beaucoup apporté, d'où son classement très haut dans mon classement, dans ma revue. Et The Coaching Habit. Alors The Coaching Habit, c'est Say Less, Ask More and Change the Way You Lead Forever. C'est Pat Flynn qui avait recommandé cet ouvrage comme étant le meilleur qu'il ait lu en 2017. Donc je me suis dit que j'allais quand même y jeter un coup d'œil parce que c'est quand même quelqu'un d'assez connu, Pat Flynn, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui est d'un bon état d'esprit. Et c'est un livre qui vous apprend à devenir tout simplement un meilleur coach. Et avec 7 règles très simples. Et ces 7 règles vont vous apprendre à écouter plus, parler moins, et donc déterminer plus efficacement les problèmes de vos clients. Alors vous m'aurez compris, c'est un livre qui est quand même très ciblé sur le coaching. Mais pas que le coaching. C'est également un livre qui est très ciblé sur le management. Donc si un jour vous avez des équipes, si un jour vous travaillez en équipe, eh ben vous saurez mieux comment gérer les relations humaines, que vous soyez subordonné, collègue ou supérieur hiérarchique de quelqu'un. Le coaching habit, tout le monde est coach. Et ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre, c'est que très régulièrement, c'est la mise en page en fait. Très régulièrement, vous avez en gros la phrase qui résume un petit peu le chapitre. Et c'est vraiment très très bien fait. Vous avez également plein de liens qui ramènent vers des vidéos et des conférences très très intéressantes. Ça, je vais m'en inspirer pour mon prochain livre parce que je trouve ça vraiment bien. Vous avez une petite boîte avec des checklists et des cahiers d'exercices. Moi, j'ai vraiment kiffé ce livre. Vraiment, ça se lit vraiment très très bien, très très vite. Attention, ce n'est pas traduit en français encore. Donc, il va falloir faire un petit effort si vous voulez en retirer le meilleur. Mais Michael Bungay-Stanier est un Canadien qui parle, son vocabulaire est très très accessible, vraiment. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur l'accessibilité et la lisibilité de l'ouvrage. Moi, ça m'a vraiment changé la vie au niveau de la lecture. Et de toute façon, les informations, elles sont géniales, faciles à retenir, faciles à mémoriser, pleines de bon sens, pleines d'humour. Et ça, j'ai adoré. Voilà, on va prendre un petit peu l'air pour changer, pour
atterrir dans cette nouvelle sélection de livres qui sont encore un petit peu plus impactants à mes yeux. Je vais commencer par le premier qui s'appelle Checklist Manifesto, dans lequel Atul Gawande, un chirurgien de renommée mondiale, nous explique comment un outil aussi simple et aussi en apparence stupide qu'une checklist peut changer vraiment la vie de beaucoup de gens. En fait, il faut savoir que parmi toutes les erreurs médicales, environ 25 auraient pu être évitées. Et avec un outil comme une checklist, vous auriez très bien pu éviter ces erreurs. Donc, il est parvenu pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à créer une checklist qui permet à tous les chirurgiens et tous les praticiens de santé de pouvoir faire beaucoup moins d'erreurs. Il a fait énormément d'études scientifiques, énormément de recherches, énormément de tests et il s'est rendu compte que quel que soit l'endroit dans le monde, parce que vraiment c'est une étude au niveau mondial, quel que soit l'endroit dans le monde, la mise en place d'une checklist peut permettre d'éviter énormément d'erreurs. Et il va même encore plus loin en disant que tout le monde devrait utiliser des checklists. Tout le monde devrait se référer à une checklist, à les créer même, parce que le monde aujourd'hui est beaucoup plus compliqué qu'il n'était il y a 20 ans ou 40 ans. Et donc maintenant, même les détails les plus anodins ont tendance à sortir de votre mémoire. Vous ne pouvez pas faire confiance seul à votre mémoire. C'est un livre qui m'a vraiment ému, vraiment, j'ai adoré ce livre. Le truc, c'est que je sais pas pourquoi, je ne saurais vraiment pas dire pourquoi, mais souvent je décrochais avec ce livre. Souvent, j'avais tendance à penser à autre chose en même temps que je lisais ce livre. Et du coup, peut-être parce que ce que je lisais, ça me faisait réfléchir. Et du coup, mes yeux se décrochaient souvent du livre pour y revenir dessus. C'était pas du tout ennuyeux, attention, c'est juste que ça faisait tellement réfléchir que j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu à lire ce livre. Un autre classique qui s'appelle Méditer jour après jour. Là encore, j'étais totalement néophyte en matière de méditation. Méditer jour après jour vous apprend donc tout simplement à méditer. Moi, c'est quelque chose que j'avais toujours entendu. Comment méditer, savoir comment méditer, c'est utile de méditer, etc. Oui, mais là, Christophe André, dans son approche, est très poétique. Vous voyez que le livre, il est parsemé d'images et la façon dont il enseigne la méditation, dont il partage sa connaissance de la méditation est vraiment très très intéressante. Ce livre, c'est plus qu'une lecture, c'est une expérience un petit peu, parce qu'il vous apprend un petit peu à méditer, mais il vous apprend un petit peu aussi dans quel état d'esprit vous devriez vous sentir et il vous transporte. À noter qu'à la fin de ce livre, vous avez également un CD qui contient des méditations guidées, c'est-à-dire que vous suivez simplement la voix, vous fermez les yeux, vous suivez la voix et vous avez des conseils, vous êtes guidé tout simplement dans une méditation qui peut être plus ou moins profonde, parce que si vous êtes livré à vous-même, le truc c'est que c'est très difficile de se poser seul chez soi, de fermer les yeux, de ne penser à rien. En gros, c'est ça, se concentrer sur sa respiration. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Là, les méditations guidées, pour moi, c'est un très gros plus du livre. Le problème, ce que j'aurais à leur reprocher, c'est que le CD ne passe pas dans tous les ordis. Heureusement, il y a une version numérique qui est un peu pénible à télécharger, mais bon, on y arrive quand même. Donc pour moi, un très bon livre qui a été très très impactant. On continue un peu plus avec Marc Aurèle, Penser pour moi-même. Alors là, on rentre vraiment dans le pur bouquin de philosophie. C'est tout simplement l'ouvrage de Ryan Holiday que j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui m'a convaincu de lire ce livre. Un livre, encore une fois, sur le stoïcisme, mais là vraiment par l'un des empereurs romains les plus connus, parce que c'était l'empereur philosophe. On l'appelait l'empereur philosophe, un gentil. Si vous avez vu le film Gladiator, c'est celui qui meurt juste avant que l'histoire de Gladiator commence. Donc c'est vraiment un empereur qui avait une très bonne réputation et qui faisait beaucoup de philosophie, élève d'Épictète. Donc le truc, c'est que ce livre est vraiment, vous pourriez le prendre comme un code de conduite, parce qu'il vous apprend comment vous détacher, comment moins monter en pression quand les choses vous énervent, comment mieux réagir, comment être plus charismatique, avoir plus de leadership. Ma foi, c'est important quand même dans le monde dans lequel on vit. J'ai vraiment aimé ce livre. Le truc, c'est qu'il ne se digère pas en une semaine. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de points et il faut du temps pour ingérer chaque point. Mais vous n'avez qu'une semaine si vous faites ce défi, et donc ça va trop vite. Vous êtes obligé de lire plusieurs points par jour. L'idéal voudrait que vous lisiez un point par jour, comme ça vous pourriez vraiment l'absorber, pouvoir le digérer, l'intégrer dans votre vie. Donc ça a été impactant, mais ça aurait pu être plus haut dans le classement si j'avais pris plus de temps à lire ce livre. C'est un livre où il faut prendre le temps pour le lire. Ensuite, on a un livre énigmatique qui s'appelle Save the Cat, Sauver le chat. Alors ça, c'est un livre que beaucoup ne classeraient même pas aussi haut dans le classement, parce que c'est un livre sur comment écrire des scénarios pour le cinéma ou la télévision. Moi, c'est un domaine que j'aime beaucoup, qui me passionne, et Save the Cat, donc c'est Blake Snyder.
Moi, ce qui m'a plu, c'est que ça a été écrit par quelqu'un qui a vendu beaucoup de scénarios à des producteurs, à Hollywood. C'est quelqu'un qui connaît son métier, qui vous fait en même temps découvrir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et depuis que j'ai lu ce livre, je regarde les films différemment. Je regarde comment ils sont construits, parce que vous avez la méthode complète pour écrire un scénario de film ou de série télé. C'est vraiment hallucinant. Moi, c'est un domaine qui me passionne. Donc, je l'ai mis haut dans le classement, mais je ne l'ai pas mis trop haut non plus, parce que si ça tenait qu'à moi, je l'aurais mis beaucoup plus haut parce qu'il m'a vraiment changé la vie. Il m'a donné la méthode pour écrire un vrai scénario qui marche et un scénario qui sera adapté en film. Je dis pas, peut-être que ça sera un des prochains défis. Faire un film, on ne sait jamais, pourquoi pas. En tout cas, ce livre, écrit sur un ton vraiment très très accessible, très très abordable, vous apprend comment structurer une histoire. Donc ça peut être utile si vous êtes créateur de contenu. Si vous avez une histoire à raconter, peut-être la vôtre, c'est un livre qui va vous aider, vraiment. Vous allez avoir toutes les étapes pour construire une vraie histoire et une histoire qui se vend. D'ailleurs, le sous-titre, c'est le dernier livre sur le screenwriting, donc l'art d'écrire des scénarios pour le cinéma, dont vous aurez besoin. Et c'est nickel. Nickel, il y a plein de petites anecdotes et plein de petites comparaisons par rapport à des films que vous connaissez, pourquoi certains marchent, pourquoi certains ne marchent pas. Super, mais si c'est pas votre truc, c'est pas la peine de le lire. Voilà. Ensuite, un livre qui m'a profondément marqué aussi, c'est Teach Like a Pirate. En fait, ce livre, j'en avais reçu une recommandation il y a très très longtemps et j'avais jamais vraiment prêté attention à ce livre. En fait, je l'avais jamais vraiment pris au sérieux parce que Teach Like a Pirate, enseigner comme un pirate, voilà quoi, on se demande sur quoi on va tomber un petit peu. Et le truc, c'est que très vite, vous vous rendez compte que l'auteur de ce livre, Dave Burgess, est un passionné de son métier. Son métier, c'est prof. Il est passionné par son métier et il a des résultats vraiment hallucinants. Il décrit ses méthodes qui sont un mix entre jeu de rôle, entre escape game, entre parfois aussi jeu d'énigmes, enfin c'est tout tourné autour du jeu. Il apprend à ses élèves comment intégrer beaucoup d'informations qui sont normalement chiantes de façon jeu. Il fait vraiment des jeux de rôle, il arrive déguisé à l'école, enfin c'est vraiment, il est tellement connu aux États-Unis que quand il fait des conférences, les gens viennent de voir de tout le pays pour savoir comment il fait ses cours et comment on pourrait faire pareil. Pour moi, c'est un livre qui devrait être donné, offert à tous ceux qui veulent un jour enseigner quelque chose, que ce soit au niveau personnel ou au niveau d'une classe, au niveau d'un groupe, parce qu'il y a vraiment des méthodes qui sont novatrices, faciles à comprendre, c'est très bien écrit. Il y a plein de petits parchemins dans lesquels vous apprenez énormément d'autres choses également. Le truc, c'est que ça demande un certain tempérament quand même, ça demande que vous sortiez de votre zone de confort parce que clairement, il n'y a pas n'importe qui arrivera en classe avec un chapeau de pirate, ça je vous le garantis. Mais c'est vraiment un livre qui change la façon dont on enseigne et qui peut vraiment impacter votre vie si vous avez envie de mettre en œuvre les conseils ici, et vous auriez tort de ne pas le faire parce qu'ils sont vraiment très très puissants. Si vous mettez un petit peu hors de votre zone de confort, que vous avez envie de tester des trucs et que vous avez envie d'enseigner d'une autre façon et que ça marche, je vous garantis que ça, vous allez trouver des pépites d'or. On arrive bientôt dans le top 5. En fait, on a déjà démarré le top 10 des livres qui m'ont vraiment le plus impacté à ce moment-là du défi. Je rappelle qu'on en est qu'à 1000 courses. J'ai voulu revenir sur Commencer par pourquoi. Commencer par pourquoi, c'est un bouquin de Simon Sinek, qui est un entrepreneur qui, je suis totalement en phase avec tout ce qu'il dit au niveau de la concentration, des générations qui arrivent dans le travail, de ses comportements. Il a fait certaines conférences TED qui sont vraiment très très importantes. Le message de commencer par pourquoi, c'est tout simplement que la plupart des entreprises, la plupart des gens, quand ils ont une activité, quand ils veulent vivre de leur revenu, quand ils veulent vivre de leur passion, quand ils ont une activité à lancer, quand ils veulent se lancer sérieusement, ils ne commencent pas par le pourquoi, ils commencent vraiment par le comment. Ils commencent vraiment par le quoi en fait. Le quoi, c'est bah voilà, je fais ça. Alors que commencer par le pourquoi, c'est le message en filigrane de tout le livre, où ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, ce qui compte, c'est pourquoi vous le faites. C'est le message que vous avez passé, c'est ce qui est important pour vous, ce sont vos valeurs, votre éthique. Donc c'est important quand vous êtes manager, c'est important quand vous avez une position dans laquelle vous avez besoin de recevoir l'adhésion des gens, dans laquelle vous avez besoin de créer une communauté. Vous devez commencer par le pourquoi, plus que parce que vous faites exactement. Ça, c'est un message qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre. C'est un message qui recentre un peu les choses au bon endroit. Pour moi, le livre répète un petit peu trop souvent le message, c'est pour ça que j'ai pas mis dans le top 3. C'est un livre qui vous aide à déterminer votre mission de vie, et ça c'est quand même quelque chose qui est très impactant dans la vie de quelqu'un. Moi ça m'a impacté, je connaissais déjà ma mission de vie avec Potion de vie, c'est apprendre les gens à améliorer leur mémoire et leur concentration,
Mais là, il me force à aller plus loin, il me force à aller vraiment dans mes valeurs, mon éthique, et il vous aide à trouver la vôtre. Pour moi, c'est très très impactant. Là, je l'ai lu en français, je ne sais pas du tout quelle est la différence par rapport à l'anglais, mais la traduction a l'air vraiment ok, vraiment bien. Il y a plein de concepts très intéressants qui sont utilisés, comme le cercle d'or, dans lequel vous apprenez justement à commencer du pourquoi et non pas de l'inverse. Il y a vraiment beaucoup de pépites là aussi, quelle que soit votre position, que ce soit en tant que leader, dans le monde du travail, ou entrepreneur, ou même étudiant. Commencez par le pourquoi, ça fera de vous quelqu'un de meilleur, quelqu'un de vous de plus heureux, c'est ça qui compte quand même. Donc voilà. Ensuite, dans la même lignée, d'ailleurs je les ai lus presque coup sur coup, c'est le E-Myth de Michael Gerber. Pour moi, c'est le guide. La formation, ce livre est à la fois une formation, un guide sur comment monter une entreprise qui marche. Il est absolument indispensable. Il vous enseigne comment vous pouvez lancer une activité qui marche en prenant plein d'exemples. Il est écrit sous la forme d'un dialogue entre deux personnes, ça j'ai beaucoup aimé le style, vu que vous avez l'impression de la fois de lire une histoire et en même temps de l'information, donc vous êtes totalement captivé dedans. Il vous enseigne plein de façons de monter une entreprise qui marche et voilà, l'idée c'est que en chacun de nous sommeille un technicien, un manager et un entrepreneur. Le technicien, c'est celui qui va bien faire les choses, qui va prendre le temps. C'est celui qui va être l'artisan, quoi. Le manager, c'est celui qui va prendre un petit peu les décisions, parfois difficiles, parfois plus difficiles, parfois faciles, mais c'est celui qui va gérer le temps, gérer les choses, organiser les choses. Et enfin, vous avez l'entrepreneur qui est le visionnaire, qui lui va avoir la grande idée. Le truc, c'est que si vous voulez monter une entreprise qui marche, vous devez faire appel à ces trois personnalités qui sont déjà en vous et non pas à une seule d'entre elles. Et vous êtes très bien à faire la distinction entre les trois. Pourquoi ça ne marcherait pas si vous oubliez un seul de ces trois personnages qui sont déjà présents en vous? C'est très métaphorique, mais il y a beaucoup d'analogies. Pour moi, c'est un guide à donner à tous ceux qui veulent monter une entreprise et qui veulent que ça marche. Donc vraiment très très impactant. Toujours dans le côté impact et dans le côté très pratique, j'avais beaucoup entendu parler des 7 habitudes de ceux qui réalisent ce qu'ils entreprennent. C'est un gros livre, donc attention si vous voulez l'intégrer dans un défi, mais là vous allez vraiment avoir les 7 habitudes qui sont reliées à 7 exercices qui sont un petit peu contre-intuitifs parfois, mais qui sont très efficaces, qui vont vous aider à prendre de meilleures décisions, à relever les défis de votre vie personnelle, à élargir votre cercle d'influence. Donc ça c'est très important parce que tout seul vous n'allez pas pouvoir aller loin, vous allez peut-être pouvoir aller vite, mais vous n'allez pas pouvoir aller loin, comme le dit l'adage. Ces 7 habitudes, c'est une très bonne idée de les mémoriser et de les utiliser au jour le jour. C'est ce que je commence à faire dans plusieurs domaines d'activité, la famille, l'amitié, l'argent, mais également le travail. Et il parle également de religion. Bon là c'est un petit peu moins mon truc parce que voilà, je suis un peu moins sensible à ça en fait. Mais vous allez vraiment apprendre énormément de choses et faire des exercices qui vont vous en apprendre plus sur vous-même. Et ça c'est quand même très intéressant. Il y a un exercice qui m'a marqué, moi, c'est celui du voilà, vous êtes à votre enterrement, qu'est-ce que vous voudriez que les gens disent de vous? Et donc le but c'est que vous prenez un papier, vous rédigez ce que vous voulez que les gens disent de vous, et votre but maintenant c'est de faire en sorte que quand vous serez vraiment mort, d'avoir agi toute votre vie de telle sorte à ce que les gens, le jour de votre enterrement, disent vraiment ce que vous aviez écrit. Et ça, ça ouvre les yeux, c'est une façon un peu différente de voir nos objectifs, ce sur quoi on veut aller. Il y en a plein comme ça, des petits exercices qui sont vraiment hyper intéressants. Stephen Covey, c'est un auteur qui est très connu aux États-Unis et c'est un livre qui a énormément de succès pour cette bonne raison, c'est que il peut changer votre vie si vous le prenez au sérieux et si vous le mettez en application, comme tous les bouquins. Ensuite, nous avons les secrets des All Blacks qu'il y a. On fait appel aux sportifs de haut niveau qui est en vous, même si vous n'êtes pas sportif de haut niveau. Vous avez 15 leçons de leadership sur comment les All Blacks gèrent leur invincibilité, comment ils se remettent en question, comment ils forment une équipe, comment ils se dépassent à chaque fois, comment ils trouvent qu'ils sont souvent supérieurs à toutes les autres équipes et comment ils arrivent à faire tenir ça à travers les années, comment en étant au sommet on parvient à rester au sommet, à rechanger pour mieux se lancer de nouveaux défis, parce que la plupart des gens, ce qu'ils font quand ils sont au sommet, tout ce qu'ils peuvent faire c'est décliner parce qu'ils vivent sur leurs acquis, ils n'ont plus de défis. Et les All Blacks par exemple,
quand ils sont au sommet, ils changent complètement de façon de jouer. Ils repartent de zéro, mais avec un autre système de jeu, par exemple. Et ça va les aider à se redépasser. C'est bourré de conseils comme ça, de leadership, de management et aussi d'état d'esprit. C'est également très intéressant de voir au niveau d'une équipe de haut niveau ce qu'il se passe dans les coulisses et se rendre compte que finalement les All Blacks, c'est des gens qui font le ménage dans les vestiaires une fois que le match est fini, quoi. Donc vous voyez, il y a aussi ce côté un peu humilité qui est mis en avant et que j'ai trouvé vraiment très intéressant, même captivant. On arrive dans le top 5 des livres que j'ai trouvé les plus marquants pour moi, ceux qui m'ont le plus apporté. Deep Work est pour moi l'une des bibles sur la concentration, sur la façon de gérer son travail au quotidien, son travail mais également ses études, parce que Cal Newport est un auteur qui a consacré beaucoup de son temps, beaucoup de son travail à comment obtenir l'excellence, comment atteindre l'excellence. Deep Work vous apprendra à comment vous concentrer, comment rester concentré et quels pièges vous devriez éviter. Ce livre ne vous prend pas vraiment par la main, mais il vous donne la marche à suivre, il vous donne les techniques pour travailler ce qui est en vous, votre compétence la plus précieuse, c'est votre capacité à fournir du bon travail, du deep work, comme le titre de l'ouvrage. Ne pas se laisser distraire, rester focus, rester concentré. Donc c'est également le sujet de mon prochain livre. Il y a pas mal de choses que j'aime beaucoup dans ce livre. Il y a pas mal de références qu'il cite que je connaissais déjà et ça fait plaisir un petit peu de découvrir d'autres modes de concentration. Il n'y avait pas que celles que j'utilisais d'habitude. Il y a également 3 types de concentration que je ne connaissais pas et qui sont différents par rapport aux gens. C'est-à-dire que moi avant je pensais que tout le monde fonctionnait en je suis concentré ou je suis pas concentré, mais en fait il y a certaines autres formes de concentration qui sont encore plus intenses que ce que je faisais et d'autres qui sont un peu plus rythmées au rythme de la journée. Connaître votre chronotype, ça va vraiment vous changer la vie, donc j'insiste vraiment dessus. C'est un livre qui m'a vraiment appris énormément de choses, qui m'a ouvert les yeux sur un monde que je ne connaissais pas du tout, la chronobiologie. C'est très appuyé par les études, notamment sur les hormones. Donc là c'est vraiment tout un passage qui est très intéressant. Moi c'est un livre qui m'a vraiment transformé la vie, qui m'a vraiment transporté. Je l'ai lu à une vitesse particulièrement rapide. Donc quand Dr Michael Broyce. Et ça y est, on est dans le top 3. Alors c'était très difficile de faire un classement quand même dans ces 3 parce que les 3 livres pourraient arriver à ex-aequo à mon sens parce que j'ai eu une expérience magnifique en les lisant. Voilà. Le premier c'est Tout ce qui ne nous tue pas. Tout ce qui ne nous tue pas raconte l'histoire d'un journaliste d'investigation américain qui avait pour but de démonter Wim Hof. Wim Hof, c'est qui? Il est appelé Iceman. Wim Hof, c'est celui qui a créé la méthode Wim Hof qui permet de modifier son corps, qui permet d'avoir une très grande résistance au froid, une meilleure concentration et également à oxygéner son cerveau, à l'alcaliniser. Et Wim Hof est l'auteur de prouesses vraiment remarquables. C'est du style, il peut nager sans éprouver de douleur, il peut nager sous la glace sans problème, il peut monter le Kilimandjaro torse nu et revenir en 3 jours. C'est quand même pas rien. Et le truc c'est que il peut l'enseigner. C'est-à-dire que vous et moi, on n'est pas plus habitué à avoir froid. Et le truc c'est que nos ancêtres, c'est que l'évolution a fait qu'on a pris notre confort, mais normalement on est programmé pour avoir une très bonne résistance au froid. Et le Wim Hof dit que en s'habituant à s'exposer au froid régulièrement, vous boostez vos défenses immunitaires, vous êtes donc en meilleure santé. Un livre passionnant où finalement, pour la petite histoire, le journaliste qui était censé démonter un petit peu le travail de Wim Hof en disant que c'était un arnaqueur, en essayant de prouver que c'était vraiment de la foutaise et que son truc ne marchait pas, et il s'est pris au jeu, il s'est rendu compte que lui aussi, il était devenu résistant au froid, c'est-à-dire que les méthodes de Wim Hof marchent, c'est très documenté, on apprend énormément de choses au niveau du fonctionnement du corps humain, au niveau du cerveau également. L'auteur, pour la petite histoire, il était également obèse avant de commencer et quand à la fin du livre, il fait des courses, la Spartan Race, les Mud Day, tout ça, il les enchaîne très facilement. Il rencontre également des personnages hyper intéressants comme par exemple Orlando Bloom, vous savez, celui qui joue Legolas dans Les Seigneurs des Anneaux. Lui, c'est un très grand pratiquant de la méthode Wim Hof. Comme c'est écrit par un journaliste d'investigation, les recherches, les questions, les positions sceptiques sont très intéressantes, enrichissent beaucoup le propos, peut être à mon sens mieux que
que si ça avait été un livre écrit par l'auteur, par Wim Hof lui-même. Donc là, c'est vraiment pour ça que je le recommande, c'est-à-dire que vous allez plonger dans un univers, vous allez être transporté et vous allez apprendre énormément de choses sur le corps humain et peut-être même sur vous. Donc la méthode Wim Hof, il y a eu un avant, un après, je commence à la pratiquer maintenant. Vous pouvez la pratiquer également, hein, si vous avez du soleil, si vous regardez cette vidéo pendant les beaux jours, c'est le moment idéal pour commencer. C'est un bon livre pour commencer le défi et j'en garde d'excellents souvenirs. Dans le top 2, je propose Flow. Flow est un livre de Mihaly Csikszentmihalyi et qui montre de façon scientifique très poussée que le bonheur, votre sentiment de bonheur est relié à votre capacité à vous concentrer. C'est-à-dire que plus vous êtes capable de vous concentrer, plus vous serez heureux, heureuse. Et ça, c'est quand même un message qui est très fort, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui est très bien argumenté, dit sur le ton de l'humour parfois. C'est énormément d'informations très intéressantes, de récits, d'études qui montrent clairement, qui définissent clairement le lien entre confiance, bonne humeur des personnes et la faculté qu'ils ont à réaliser les choses, donc à se sentir compétent, à être autonome, à savoir dans quelle direction partir, à avoir un retour sur les choses. Il y a quelques règles à respecter, c'est très bien indiqué. Je ne savais pas qu'il existait un lien entre concentration et bonheur. Le fait de le savoir, maintenant, j'envisage les choses de façon différente. Si vous lisez en anglais, il est assez difficile à lire. Il contient énormément de contenu. Hein, il y a pratiquement 140 000 mots. Donc c'est beaucoup pour un livre, ça représente à 3 fois la biographie que je vous ai fait tout à l'heure, qui était déjà grosse comme ça, parce que c'est écrit très petit, il y a beaucoup de lignes, mais je vous le recommande vraiment si vous avez du mal à vous concentrer, si vous cherchez à savoir comment fonctionne le cerveau humain, si vous cherchez vraiment à prendre ça au sérieux et à changer les choses. Ce livre va vous redonner la motivation en fait pour apprendre les choses, pour laisser un peu de côté les choses qui ont tendance à vous interrompre et à vous permettre de trouver votre mission de vie plus facilement. Donc c'est plus du développement personnel, c'est à mi-chemin entre les deux. Et quand on referme la dernière page, on se dit vraiment qu'il y a pas mal de choses à faire et qu'on a envie de commencer dès maintenant. Donc ce livre a vraiment été mon top 2. Ça veut dire qu'il y en a un au-dessus. Et bah ouais. Il y en a un au-dessus et ce qui fait qu'il est en premier, c'est que je m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas du tout que ce livre allait à ce point me marquer. C'est quelque chose qui fait froid dans le dos quand on le lit. C'est vraiment un livre qui va vous mettre mal à l'aise, parfois vous choquer, parfois vous déranger, mais c'est un livre qu'il est nécessaire de lire dans le monde dans lequel on vit. C'est le livre It de Gilles Lartigot. Je ne sais plus qui m'a proposé, qui m'a recommandé de lire ce livre. Je ne savais pas du tout sur quoi. Franchement, j'avais même pas envie de le lire quand je voyais la couverture parce que Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, moi j'avais tendance à me dire que c'était un bouquin sur il faut absolument devenir végétarien et oublier tout le reste. Le truc, ce qui fait toute la différence, c'est que on a effectivement des messages qui nous encouragent à devenir végétarien, mais qui ne nous jugent pas. C'est pas un livre qui nous juge, c'est un livre où quelqu'un a pris des décisions pour avoir une meilleure hygiène de vie, est allé à la rencontre de professeurs, de scientifiques, de professionnels de terrain pour savoir ce qui se passait vraiment par exemple dans nos abattoirs, ce qui se passait vraiment dans nos élevages, ce qui se passait vraiment au niveau de la terre, au niveau des abeilles, au niveau des médicaments, au niveau des perturbateurs endocriniens. Sans nul doute que les perturbateurs endocriniens vont être le grand défi pour la survie de l'espèce humaine. Et je pèse mes mots dans les années à venir parce que sachez que les hommes sont de moins en moins fertiles et que tout cela est dû aux perturbateurs endocriniens. C'est quoi cette chose que les perturbateurs endocriniens? C'est, pour parler de façon très simple, très schématiquement, c'est en gros tout ce qui est pesticides, tout ce qui est organismes transformés en vue d'obtenir plus de conservation, plus de goût, plus de ci, plus de ça. Les perturbateurs endocriniens modifient votre cerveau, il y en a absolument de partout, vous ne pouvez pas y échapper, certes, on le savait. On le savait que dans les abattoirs c'est pas la joie, on le savait que manger de la viande rouge c'est pas bien, c'est pas bon pour l'attention. Le problème c'est que d'habitude on avait des messages vachement culpabilisants et là on a un partage d'expérience. Des fois ça fait froid dans le dos et ça alterne, ça fait froid dans le dos, c'est plus léger, je partage avec vous, j'essaye pas de vous convaincre, parce que ça fait du bien ça, j'essaye pas de vous convaincre, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi. Il y a des photos tout au long du livre. Là j'ai pas pris la bonne en plus,
elle est particulièrement marquante, mais qui illustre de façon très forte les propos du livre. Il y en a plein. Ça fait vraiment réfléchir, ça donne envie de reconsidérer pas mal de choses. Moi j'ai déjà pris des décisions par rapport à ça. Alors je vais pas devenir végétarien comme l'auteur, mais d'ailleurs il s'en fout que vous devenez végétarien ou non, il vous dit juste comment ça se passe, il vous dit juste qu'il en est. On vit dans un monde qui est de plus en plus empoisonné. Vous ne pouvez certes pas l'éviter, mais vous pouvez limiter la casse, et vous auriez tout intérêt à limiter la casse. Encore une fois, ce qui est bien, c'est que vous êtes libre de prendre ce que vous voulez, mais le lire, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment un livre qui m'a marqué, alors que je m'y attendais pas du tout. C'est peut-être pour ça que je le classe en numéro 1, alors qu'on n'est qu'à mi-défi. Et voilà, on est venu à bout de tous les livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Alors bien entendu, on est qu'à la moitié du défi, même un petit peu plus. Il y en aura d'autres, il y aura plein d'autres choses que je vais vous partager. Chaque dimanche, je partage une vidéo, vous le savez, sur le livre que j'ai lu, ce que j'en ai retenu, ce que j'ai trouvé d'intéressant, ce que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne, même parfois. Parfois, j'en lis un passage, si le livre est en français, et s'il y a quelque chose qui me marque vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, beaucoup plus longue que d'habitude, ne vous aura pas vraiment trop dérangé, parce que bon, voilà, j'ai essayé de mettre vraiment ce qui m'a tenu à cœur dans chacune de ces lectures. J'ai fait un petit feedback sur tout ce qui s'était passé depuis le début de l'année. Voilà, donc le reste de l'été, là, je vais utiliser un rythme beaucoup moins fréquent de vidéos. Je vais tourner à 1 ou 2 vidéos par semaine, toujours chaque semaine le livre de la semaine, évidemment, et le reste, toujours des conseils, les meilleurs conseils pour avoir une bonne mémoire et une bonne concentration. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce style de vidéo. J'ai encore plein d'autres surprises à vous proposer, mais j'attends de revenir pour ça dans quelques semaines. Je vous dis à bientôt, bon été et à très vite. Salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vous parle ça, il y a c'est nul ce que je dis. Ah punaise! On va faire un bêtisier avec tout ça.